Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme de point de vue hebdomadaire où nous analysons les affaires de questions économiques, politiques et sociales de notre pays et où on fait des analyses et des réflexions sur les grands enjeux politiques, économiques, sociaux et d'autres sujets principaux. Aujourd'hui, nous revenons sur une intervention clé du Premier ministre Abiy Ahmed lors de la session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple. Comme vous avez suivi, le Premier ministre a répondu aux questions des députés sur différents enjeux politiques, économiques, sociaux et d'autres enjeux principaux de notre pays. Et devant la Chambre des représentants du peuple, il a fait une prise de parole dense et structurée qui offre une lecture globale de notre pays et de la situation politique, économique, sociale de l'Éthiopie. À travers cette intervention, le chef du gouvernement, le Premier ministre Abiy Ahmed, a abordé des questions fondamentales, notamment sur la paix et la sécurité, la gouvernance, le développement de l'économie et les progrès réalisés au cours des dernières années. Mais aussi la transformation économique et structurelle du pays à long terme. Il a mis en lumière à la fois les les défis historiques auxquels l'Éthiopie reste confrontée et les progrès réalisés pour surmonter ces défis-là au cours des dernières années, tout en équissant une vision stratégique du pays. Sur la question de la paix notamment, le Premier ministre a identifié trois majeurs cycles récurrents des conflits. Le premier, c'était le recours à la force comme un règlement de différends entre les différents groupes à travers le pays. Le banditisme et la menace persistante d'ennemis extérieurs, où il a expliqué que les forces extérieures, les ennemis extérieurs, vont collaborer avec les ennemis intérieurs qu'il appelle les bandistes et la menace persistante d'ennemis extérieurs vont être transmis à travers ces bandits-là. L'intervention a également abordé un sujet hautement important et stratégique, qui est la mer Rouge. L'accès à la mer Rouge, comme vous le savez, est une question de survie pour l'Éthiopie. Pour un pays de près de 130 millions d'habitants, la question de l'accès à la mer et à la voie maritime est présentée comme un enjeu vital et le Premier ministre l'a présenté non pas dans une logique militaire, mais à travers le dialogue, la coopération régionale, l'intégration régionale, des partenariats et le bénéfice mutuel et la relation gagnant-gagnante. L'autre sujet principal était le dialogue national inclusif et l'élection pluraliste et juste et équitable qui vont être tenues cette année. Et l'autre, c'est la maîtrise de l'inflation et la réduire à un seul chiffre. Et l'éducation, la santé et les grandes infrastructures et aussi la croissance économique à deux chiffres qui est très important. Et la santé, les grandes infrastructures et les projets phares comme le grand barrage de la Renaissance, autant de thèmes majeurs que nous allons analyser aujourd'hui. L'objectif est clair, comprendre, analyser, questionner et mettre en question et mettre en perspective les orientations du Premier ministre proposées au regard des attentes concrètes du pays et des citoyens. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Matasebe Oldaragay ici au studio. Bonjour Matasebe. Bonjour Mouavr. J'espère que tu as suivi l'explication du Premier ministre Abiy Ahmed devant la Chambre des représentants du peuple et sa réponse aux questions des députés sur différents enjeux nationaux. Donc, quel est ton avis en général sur son explication? Donc l'intervention du Premier ministre devant les députés mérite qu'on s'y arrête et réfléchir un peu, voir où on est et démarrer. C'est-à-dire? Car elle touche des questions existentielles pour le pays. Comment sortir durablement du cycle des conflits, comment nourrir et loger une population de près de 130 millions d'habitants et surtout comment se projeter dans l'avenir avec le CDD. Donc il faut s'y arrêter et réfléchir un peu, voir où on en est et démarrer avec une énergie
Donc, le Premier ministre nous a montré la direction du pays Ouais. et la direction qu'on doit tenir. Il nous a également montré où on en est. D'accord. Et premièrement, la question qui a été posée par un député était sur la question de paix et de sécurité, et c'est-à-dire que la question était sur le manque de paix à quelques parties du pays, à quelques régions, c'est-à-dire. Entrons directement maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la paix. Le Premier ministre a identifié, comme je viens de dire, trois causes majeures pour le manque de paix en Éthiopie, en quelques parties d'Éthiopie. D'abord, le recours à la force pour résoudre les différends. Ensuite, le banditisme, c'est-à-dire les ennemis internes qui vont collaborer avec les forces extérieures, qui sont les ennemis. Enfin, la menace persistante d'ennemis extérieurs. Matassab, comment interprètes-tu cette lecture? C'est-à-dire, il a identifié les trois problèmes. C'est-à-dire, comme on dit, l'identification du problème, c'est une partie de la solution. C'est la moitié de la solution. Donc, il a mis les trois causes majeures de notre problème de manque de paix. Donc, comment interprètes-tu et lis-tu cette explication? Je crois qu'il a clarifié et qu'il a montré les points majeurs, les causes majeures du problème, pour que l'audience voit clairement où est la source de ces problèmes. Donc, c'est le caractère presque anthropologique de l'analyse. Le Premier ministre ne se contente pas de désigner des acteurs armés ou des événements récents. Il a clarifié qu'il parle d'une culture de la violence enracinée depuis des siècles. C'est-à-dire, depuis des siècles, cette attitude négative est enracinée dans la population. Enracinée dans la société, oui. Oui, dans la société aussi. Donc, il présente aussi bien dans les relations familiales que dans les sphères politiques. Dans toutes les sections de la société, oui, il existe cette attitude-là. Cette attitude de caractère existe et elle est enracinée il y a des siècles. Donc, ce n'est pas facile de l'éradiquer de manière très facile. Donc, il faut du temps et il faut des efforts. Il faut une profonde transformation des mentalités. Il faut travailler sur les mentalités. Donc, il faut lutter à travers, par exemple, la campagne ou la formation et une prise de parole comme ça pour éradiquer ce problème. Donc, c'est une réflexion courageuse. Son intervention, c'est une réflexion courageuse. Et la violence est parfois perçue comme un mode légitime de règlement des conflits. Donc, c'est reconnaître un problème structurel, non conjoncturel. C'est-à-dire qu'on est habitué... La structure le problème est enraciné dans la structure. Donc, on pense qu'il faut utiliser la force ou il faut utiliser qui n'est pas pacifique pour résoudre les différends. Donc, on considère de la société comme normale. Oui. Et cette idée est lourde des conséquences. Si la violence est intégrée dans les réflexes sociaux, alors la paix ne peut pas être obtenue uniquement dans des accords politiques ou des opérations sécuritaires. Elle exige une transformation profonde des mentalités, comme tu viens de dire. C'est-à-dire que si les gens politiques sont d'accord, par exemple, pour faire la paix entre eux, si la société n'a pas une attitude positive et n'a pas une bonne formation et une bonne direction, la paix ne peut pas instaurer de la société. C'est un simple accord. Il faut viser sur la source. Oui. Il faut viser sur la structure des mentalités. Oui. Donc, pour faire ça c'est-à-dire à travers la formation ou à travers l'enseignement. Oui, donc c'est ici que le deuxième facteur intervient, le banditisme. Le banditisme, le Premier ministre a rappelé que ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire moderne de l'Éthiopie. Ça faisait des siècles, non? Oui. Il n'a jamais détruit l'État, mais il a constamment affaibli
la sécurité et freiner le développement. Ah. Puisque le banditisme entraîne quoi? Il entraîne le conflit Entre les différents groupes oui, du pays. conflit interne. Ouais. Le banditisme entraîne le conflit interne. Qui est catalysé par s'entendre. les ennemis extérieurs. Ils ne peuvent pas s'entendre. La mésentente est là. Donc, ils ne veulent que Un la conflit, ça produit dans le pays. Oui. Et ça fait des siècles. Ouais. Donc, l'objectif, c'est affaiblir le pays, Ouais. économiquement, politiquement et militairement et d'autres sujets aussi. Donc, on pourrait dire que le banditisme prospère précisément dans les zones où l'État est faible, où la justice est lente ou perçue comme injuste. Et cela alimente un cercle vicieux: insécurité, pauvreté suivie, marginalisation, puis le retour à la violence. Donc, cette violence ou ce conflit n'a pas seulement un impact politique, mais un impact économique, social et d'autres sujets, parce que c'est lié avec différents secteurs. Donc il faut lutter et il faut éradiquer ce type de conflit. Exactement. Et le troisième facteur, celui des ennemis extérieurs, vient s'implanter sur les deux premiers. Ouais. Donc, le Premier ministre a expliqué que ces acteurs exploitent les faiblesses internes du pays. Les acteurs, les ennemis extérieurs, ils exploitent les faiblesses internes du pays et financent ou instrumentalisent des groupes armés, aggravant ainsi les tensions existantes. Oui, ils utilisent l'occasion, quelques occasions où Ils l'État prennent est l'opportunité. où il y a par exemple les élections ou quelques mouvements de société pour instaurer leurs idées, leurs idéologies à travers ces bondistes-là, c'est-à-dire les collaborateurs internes. Alors, ce point est crucial, comme tu viens de dire, et car il montre les défis internes et externes sont étroitement liés, parce qu'ils collaborent entre eux. Les ennemis extérieurs vont utiliser les ennemis internes pour propager leurs idéologies ou pour reproduire les conflits et pour catalyser. À travers ces groupes. Oui, à travers ces ennemis internes. Et on ne peut pas traiter la sécurité nationale sans s'attaquer aux fractures internes et inversement. C'est-à-dire pour traiter notre problème interne, il faut avoir une bonne diplomatie et il faut être vigilant. Il faut détecter la source de ces conflits ou de ces problèmes. Oui, il faut identifier les problèmes. La source exacte. Oui, exactement. Et le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est la question de la mer Rouge, c'est-à-dire l'accès à la mer de l'Éthiopie, à la mer Rouge. Un autre passage fort de l'intervention concerne la mer Rouge. Le Premier ministre, comme on a déjà su, a insisté sur le lien historique, géographique et naturel entre l'Éthiopie et cette voie maritime, qui est la mer Rouge. Il parle d'un enjeu vital pour un pays près de 130 millions d'habitants. Donc, sans doute, il a bien expliqué qu'on ne peut pas séparer l'Éthiopie de la mer Rouge, ou bien de la mer Rouge de l'Éthiopie, puisqu'ils ont un lien historique ça fait des décennies. Naturellement, ils sont bien liés. Donc l'un des sujets les plus sensibles, c'est ce point-là, c'est la mer Rouge et l'Éthiopie. C'est une question de survie pour l'Éthiopie. Oui. Et la plupart de la population des étrangers l'ont mal compris. Ça n'a pas été bien profondément compris. Mais maintenant, ils sont de plus en plus convaincus que l'Éthiopie doit avoir accès à la mer Rouge parce qu'elle a beaucoup de droits historiques, géographiques, et comme le Premier ministre vient d'expliquer. Il a même souligné une réalité simple. Il est contraire aux lois de la nature qu'un pays aussi peuplé, avec une économie en croissance rapide, soit privé d'un accès direct à la mer. Oui. Mais il prend soin de préciser que cette quête d'accès à la mer Rouge n'a aucun objectif militaire. C'est un point essentiel parce que ça doit être fait de manière pacifique, à travers le dialogue, à travers la discussion et à travers un bénéfice mutuel
et une relation gagnant-gagnante Mais avec les voisins. Au contraire, les pays voisins, avec des populations bien plus réduites, disposent de milliers de kilomètres de côtes. C'est le contraire, non? Pour accès à la mer. Ouais. Mais l'Éthiopie est très proche, mais on dit que l'Éthiopie n'a pas le droit d'accès à la mer. On ne peut pas dire qu'elle ne peut pas avoir accès. Oui, c'est comme on dit, c'est paradoxe de dire comme ça. Et c'est une approche qui rentre avec la logique de confrontation, comme tu viens de dire. Alors que l'Éthiopie est très proche avec l'accès avec la mer Rouge, mais elle est privée de ne pas utiliser cette ressource-là. Elle connaît aussi que les conflits passés ont freiné le développement régional, mais il s'est dit convaincu que des solutions amicales et durables sont possibles. Parce qu'on utilise notre propre ressource et on utilise la mer, mais sans nuire à nos pays voisins, c'est-à-dire on utilise et on apporte la croissance de manière mutuelle ou ensemble. Oui. Il a même insisté sur une démarche pacifique fondée sur le dialogue, la coopération régionale et le partage des bénéfices économiques. S'entraider. Oui, oui. S'entraider. Intégration économique et... Intégration régionale, intégration économique, en s'entraidant. Et le troisième sujet principal, c'était le dialogue national et la consultation inclusive à travers le pays. Comme on sait tous, la commission de dialogue national a identifié les agendas, c'est-à-dire les sujets sur lesquels les Éthiopiens vont discuter et faire apporter des solutions. Parlons maintenant du dialogue national. Le Premier ministre en a fait un axe central de sa vision pour apaiser les tensions et guérir les blessures du passé à travers les discussions, la consultation. Donc, comment tu l'expliques? Ça a été remarquablement vu et c'est l'ampleur du processus. Des centaines de milliers d'Éthiopiens ont été consultés. Donc, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora. C'est-à-dire, en Amérique, les résidents, les Éthiopiens... Différentes parties du monde. Résidant en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ça a été bien consulté. Donc, le dialogue n'est pas fait seulement en Éthiopie, à l'intérieur du pays, mais aussi à la diaspora. Oui. Donc, il inclut tous les Éthiopiens. C'est pour ça qu'on dit que le dialogue national et la consultation va être inclusive. Oui, et selon le Premier ministre, plus de 95% de la population serait représentée. Donc même des régions sensibles comme le Tigray ont accueilli plusieurs réunions. Oui. Aujourd'hui, dans quelques instants, même le dialogue national, ils étaient en train d'identifier les agendas de l'État régional de Tigray aussi, pour inclure. Parce que à cause de la guerre, l'État de Tigray n'était pas inclus. Mais maintenant, il va être intégré dans cette consultation. Donc on peut dire que c'est inclusif de toutes les régions. Il insiste aussi sur le caractère volontaire de la participation, sans contrainte. La proposition ayant le plus large consensus sera retenue. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne veut pas participer dans cette discussion ou dans cette consultation n'est pas forcé de participer. Et donc, c'est le droit absolu le choix des citoyens de participer ou de ne pas participer. Mais c'est un point profondément fondamental. Cela donne une légitimité au processus et la commission chargée du dialogue travaille maintenant à la sélection des participants au forum principal, à l'élargissement de l'ordre du jour et à la formulation de recommandations. Donc les travaux, comment on dit, les travaux avant de consultation vont être menés pour bien préparer cette consultation. Et oui, cela rappelle que malgré les divisions politiques ou identitaires, les préoccupations quotidiennes des citoyens se rassemblent. C'est-à-dire la terre, l'eau, la sécurité et les marchés sont les questions communes de notre société, malgré quelques différences entre nous. Oui. Donc, pour régler cette différence et pour vivre ensemble, il faut rapprocher à travers
les consultations et la discussion. Malgré les différences, Oui. tout le monde a un point commun ou un dénominateur commun. Donc il faut se concentrer sur les points communs et il faut discuter sur les points de différence. Ouais. Et la quatrième question et le quatrième sujet qu'on va aborder, c'est la tenue de l'élection et le pluralisme politique et la diversité de notre politique. Et venons en élection, premièrement. Le Premier ministre s'est engagé et a affirmé à organiser ou à tenir une élection pacifique, équitable et inclusive, meilleure que les précédents. Et il a fait son espoir et il a exprimé son espoir que tout en insistant, l'Éthiopie va tenir des élections malgré même s'il y a quelques-uns qui disent que la paix doit être réalisée pour avoir des élections, mais le Premier ministre a dit que comparé aux années précédentes, il y a beaucoup plus de paix cette année. Ouais. Il a même insisté sur l'importance d'un Parlement reflétant la diversité des opinions politiques. Il a été très clair et qu'un Parlement dominé par un seul parti n'est pas bénéfique pour l'Éthiopie. Ah oui. C'est une déclaration forte qu'une diversité est très importante pour la démocratie. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que la pluralité des voix renforce la gouvernance démocratique et améliore la qualité des politiques publiques et aussi assure que la participation de différents groupes est garantie, malgré leurs différences. C'est un signe de question démocratique. Oui, sans oublier à voir comment cet engagement se traduira concrètement sur le terrain. Oui. Et notamment en termes d'espace politique, de sécurité, des candidats et de liberté d'expression. Oui, donc généralement le Premier ministre a affirmé que l'Éthiopie va tenir des élections, la 7e élection générale nationale. Alors, revenons sur la question économique, l'inflation, la croissance et la performance économique. Le Premier ministre a abordé profondément sur la question économique du pays, sur la voie que le pays suit pour réaliser une croissance remarquable. Sur le plan économique, le Premier ministre a présenté les chiffres qui ont retenu l'attention, notamment la baisse de l'inflation à 9,7%. C'était à deux chiffres. L'inflation était... Et elle est revenue à un chiffre. Oui, notamment. Donc, c'était réduit à 9,7%. Donc, c'est une réduction très remarquable. Et évidemment, c'était une performance notable. Oui. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'inflation est revenue à un chiffre. Et cela a été possible grâce à des subventions ciblées, des ajustements de revenus, des réformes de la chaîne d'approvisionnement et une amélioration de services essentiels. Et aussi la réforme macroéconomique et la réforme, comment on dit, la réforme locale, c'est-à-dire qui n'est pas prêtée à l'étranger, mais aussi qui a été faite à travers l'État de Madammar. Donc, maintenant, il a toutefois reconnu que ce n'était pas une étape et que des efforts supplémentaires sont nécessaires. Mais il faut reconnaître cette croissance et cette réforme et cette amélioration pour ne pas arrêter ça. Mais il a dit que c'est vrai qu'on doit faire beaucoup, qu'il reste beaucoup à faire. Mais il faut reconnaître cette réalisation. Il y a 3 priorités structurelles. Ouais. Il les a identifiées. L'une, c'est la sécurité alimentaire. L'autre, c'est le logement et finalement le transport. Donc, c'est dans ces secteurs qu'il faut améliorer et qu'il faut cibler. Donc, la sécurité alimentaire passe par l'augmentation de la production et une meilleure distribution. Le logement, par un programme national de 1,5 million de logements,
La maire Adadetche Abebe, La maire de la ville d'Addis Abeba. Qui a récemment lancé, et le transport par la conversion progressive des transports publics au gaz naturel. C'est-à-dire qui contribue à l'écologie aussi. Ouais. Donc l'Éthiopie est en train de lutter contre le changement climatique. C'est une des méthodes qu'on va lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Et la sixième question importante, c'était la croissance et économie du savoir. C'est-à-dire, concernant la croissance, la prévision annoncée ou la croissance projetée est de 10,2% pour l'année encore, pour l'année 2018 de l'exercice budgétaire, qui place l'Éthiopie parmi les économies les plus dynamiques du monde. Donc le Premier ministre a fait son espoir et a projeté selon les réformes économiques et selon les réalités sur le terrain. Il a dit que l'économie va croître 10,2% pour cette année. Oui, mais cette croissance repose notamment sur une production agricole exceptionnelle, mais aussi sur une vision à long terme. Bâtir une économie fondée sur le savoir. Ouais. Et aussi, cela nous amène à la mobilisation des recettes et à la technologie. Cette croissance va ouvrir beaucoup de portes aux citoyens, mais aussi à l'étranger aussi, et aux pays voisins aussi. Et le septième sujet, c'était recettes, technologie et infrastructure. Donc l'Éthiopie commençait. On peut prendre des exemples comme le projet de corridor ou d'autres projets aussi, que l'Éthiopie est en train de faire des efforts pour améliorer les infrastructures de la ville, de la capitale, mais aussi dans différentes régions du pays. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Le gouvernement a également relevé son objectif annuel de mobilisation des recettes de 1200 à 1500 milliards de birr. Et c'est un signal fort de confiance dans la dynamique économique et dans l'amélioration de l'administration fiscale. C'est un budget très hautement alloué. Donc, imagine comment le pays va s'améliorer dans cette année. Sur le plan technologique, l'annonce de la première université d'intelligence artificielle, de l'IA, l'amélioration de l'administration. Cette université va être très symboliquement très forte parce qu'il a exprimé qu'il y a une université internationalement, il y a une seule université de l'intelligence artificielle et la deuxième université va être bâtie ou va être inaugurée récemment. Après, il a dit au maximum après un an en Éthiopie. Donc ça montre que l'Éthiopie en premier un des leaders dans l'intelligence artificielle spécifiquement et dans la technologie en général. L'annonce de la première université d'intelligence artificielle du pays est symboliquement très forte sur le plan technologique. Donc, tout comme l'initiative 5 millions de codeurs, ces projets visent clairement à autonomiser la jeunesse et à positionner l'Éthiopie dans l'économie numérique mondiale. Et visent sur la jeunesse, puisque la population de l'Afrique, 70% de la population de l'Afrique est jeune. Donc, investir dans la jeunesse, investir sur la jeunesse, c'est investir sur l'ensemble du pays. L'avenir. Oui, l'avenir pour garantir l'intérêt national dans le futur, c'est-à-dire. Et le huitième sujet principal, c'était le grand barrage, la défense, l'éducation et la santé. Le grand barrage, c'est le plus grand barrage de l'Afrique. La pose de la première pierre de l'aéroport international de Bishoftu, un projet de 12,5 milliards de dollars, capacité de 110
millions de passagers par an. Donc c'est un projet très Énorme. largement énorme, oui. On peut dire, donc c'est un projet très phare et ça va être le premier au niveau africain. Et le Premier ministre l'a présenté comme une infrastructure clé de la ZLECAf, Libre-échange de continental. libre-échange, oui. Ouais. Plaçant l'Éthiopie comme un hub africain du transport aérien. Donc l'Éthiopie va être aussi le premier et le leader de l'aviation, c'est-à-dire Ouais. dans le secteur de l'aviation et dans le En secteur... tant que hub. Oui, en tant qu'hub. Donc c'est un projet colossal et très important. Un mot enfin sur le Grand Barrage de la Renaissance. Son achèvement est présenté comme une preuve de la capacité humaine et internationale de l'Éthiopie à réaliser des infrastructures de classe mondiale sans aide extérieure. Donc l'Éthiopie n'a pas emprunté, même un beurre, comme le Premier ministre l'a dit, même un seul beurre, on n'a pas emprunté de l'étranger ou des organisations financières. Donc ça montre que si on est unis et si on travaille ensemble, main dans la main, on peut réaliser beaucoup de projets. On peut faire beaucoup de choses. Oui. Donc c'est un message de souveraineté et de confiance. Et il s'inscrit dans un ensemble plus large de méga-projets qui renforcent la position du pays en Afrique. Ah oui. Donc, et après, même au niveau mondial, on va être un des premiers. Ouais. Oui. Donc le Premier ministre a aussi évoqué les progrès dans l'éducation et la santé, dans les choses sociales. Expansion des infrastructures scolaires à travers la construction des écoles. Qu'il faut travailler sur les maternelles. Oui, jardin d'enfants. Oui. Il a dit que le gouvernement a construit dans les années passées 34 000 jardins d'enfants. Donc, amélioration de la qualité de l'enseignement, non seulement la construction de l'école, mais aussi d'améliorer la qualité, réduction de la mortalité maternelle et infantile à travers les services de traitement maternel à travers le pays. Et notamment dans les zones rurales, il y avait beaucoup de morts, c'est-à-dire beaucoup de mortels. Malnutrition. Oui. Donc, pour répondre à cette question, le gouvernement a mis en place beaucoup de centres médicaux pour traiter ces mères-là. Donc, cela montre une volonté claire d'investir dans le capital humain, qui reste la clé de tout développement durable. Investir dans le capital humain, c'est la clé de tout investissement. Oui, parce que ce sont les forces de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. Oui, les main-d'œuvre. Oui, qui va mener et qui va faire beaucoup de choses pour le pays. Donc, si on investit sur la jeunesse, sur les enfants et sur la mère, on fait beaucoup de bénéfices pour notre pays. Merci Mata Sebea pour cette discussion enrichissante et très bénéfique et très importante. Merci à vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Et en conclusion, l'intervention du Premier ministre Abiy Ahmed devant le Parlement propose une lecture globale de la situation économique, politique et sociale de notre pays. Elle met en lien les défis historiques et la plateforme ou les méthodes qu'on a fait pour surmonter ces défis-là. En identifiant clairement les causes profondes des conflits, la lecture de la violence, le banditisme et les ingérences extérieures, le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré que l'Éthiopie va surmonter tous les problèmes auxquels elle est confrontée. La question de l'accès à la mer, le dialogue national inclusif, l'engagement pour des élections pluralistes et ainsi que les réformes économiques et les investissements dans le savoir et les infrastructures traduisent une volonté affirmée de préparer l'avenir. Mais la question essentielle reste celle de la mise en œuvre concrète et de l'impact réel sur la vie actuelle et sur la réalité. Donc j'espère que nous retenons l'explication de notre Premier ministre Abiy Ahmed devant la Chambre des représentants du peuple
et on espère qu'on a retenu quelque chose pour pratiquer et pour faire de la réalité. Et merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme et pour la prochaine point de vue la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.